Bonjour à tous et merci de suivre Justice pour tous. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur le dossier Boukangalonzo qui se poursuit devant la Cour constitutionnelle et Maître Séraphin Boutali est notre invité du jour. Maître, bonjour. Bonjour madame. Un grand merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Merci maître. Comme vous le savez, affaire Boukangalonzo, Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, est poursuivi pour détournement des deniers publics avec ses co-accusés. Et dans cette affaire donc de Boukangalonzo, je signale que la dernière audience a eu lieu, maître, si je ne me trompe pas, c'était le 16 octobre dernier. Et d'ailleurs, lors de cette dernière audience, maître, la Cour avait décidé de juger Matata Ponyo comme fait par défaut. Qu'est-ce que ça veut déjà dire? On a retenu le défaut à charge de Matata Ponyo parce qu'il ne s'est pas présenté à l'audience. C'est ce que prévoit la loi en matière de procédure pénale ou civile. Donc, lorsqu'une personne ne se présente pas ou un prévenu ne se présente pas à l'audience, ce qui concerne la matière répressive, on retient le défaut à sa charge. Et aussi pour le défendeur en matière civile, lorsqu'il ne se présente pas à l'audience et pendant qu'il avait été régulièrement atteint, on retient le défaut à sa charge. C'est qu'il sera jugé et condamné par défaut. Cela veut dire qu'il sera condamné par contumace. Autre chose, la Cour a nommément mise en cause Matata Ponyo comme auteur intellectuel du détournement dans le dossier Boukangalonzo. Des explications à ce sujet? Madame, il va falloir que l'on retienne une chose, que l'infraction de détournement intellectuel n'existe pas en droit congolais, conformément au principe nullum crimen sine lege, cela qui veut dire qu'il n'y a pas de crime non prévu par la loi. Tout doit être prévu par la loi. La loi congolaise en matière répressive ne prévoit pas un quelconque détournement intellectuel à titre d'infraction. Ça n'existe pas. L'on peut créer cela par un doctrinaire, c'est-à-dire un avocat ou un magistrat, soit un professeur en droit, mais cela ne peut pas s'ériger en loi dès lors qu'on n'a pas encore voté, au niveau du Parlement. Bien que la doctrine est une source de droit, mais ce n'est pas une loi. C'est un peu ça. Et ce qui est étonnant, c'est que l'on médiatise beaucoup plus cette affaire-là, pendant que le dossier se trouvait au niveau de l'inspection générale des finances, alors que cela ne devrait pas se passer ainsi. L'inspecteur général des finances devrait instruire de manière secrète et envoyer le dossier à qui de droit au niveau du parquet général, auprès du procureur général, pour qu'il puisse instruire à son niveau. Mais qu'est-ce que l'on constate? Que l'inspecteur général se permet de divulguer les secrets de l'instruction sans pour autant que le procureur général ou le parquet général ne puisse lui donner cette autorisation. Maintenant, quand le commun de mortels ou la population perçoit cette information de manière brute, et c'est fini pour elle, la personne qui est citée dans cette affaire-là est condamnée. C'est un peu ça. Donc, bref, l'infraction de détournement intellectuel n'existe pas dans le droit positif congolais. Maître, nous l'avons dit tantôt lors de la dernière audience, Matata Ponyo était absent et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Cour a décidé de le juger par défaut. Mais on sait que lors de cette audience, sa défense avait évoqué son état de santé. Oui. Et la défense avait même demandé, je crois, 90 jours
pour permettre un délai de 60 jours plus tôt pour permettre à ce dernier de se faire soigner. Est-ce qu'il y a une suite réservée à cette demande jusqu'ici? Merci beaucoup, madame, pour la question. J'aimerais d'abord rappeler une chose, et que la santé est garantie par la Constitution veut que la santé de tout un citoyen soit garantie par le pouvoir public. Quand on parle de pouvoir public, on voit aussi le pouvoir judiciaire. C'est dans l'article 47 de la Constitution. Alors, lorsque une partie au procès présente une preuve, c'est-à-dire une attestation médicale par laquelle le médecin lui demande, lui prescrit un repos médical, l'autorité judiciaire a l'obligation constitutionnelle de bien pouvoir le lui accorder. Parce que cela est prévu par la Constitution, c'est garanti. Et qui doit garantir ces droits-là à la santé? C'est beaucoup plus l'autorité judiciaire. Alors si le médecin a demandé à ce qu'il puisse se reposer pendant 45 jours, l'autorité judiciaire ne peut pas se soustraire à cela. C'est lui, c'est l'expert qui lui dit que, vu l'état de santé de ces messieurs, il doit se reposer obligatoirement pendant 45 jours. Et rappelons-nous aussi que Matata Ponyo avait informé, il avait informé à l'opinion publique nationale et internationale qu'il était victime de l'empoisonnement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Alors, quand bien même qu'il soit traité de l'empoisonnement, mais il est obligé de se soumettre aux obligations médicales, c'est-à-dire le contrôle. Si on lui a dit que le contrôle doit s'effectuer à telle période, il doit obligatoirement s'y rendre, quand bien même que la période coïncide avec l'audience de la Cour. Voilà un peu. Maintenant, le fait pour la Cour constitutionnelle, disons pour les juges de la Cour constitutionnelle, de lui refuser ce droit-là, mettrait cette Cour en difficulté. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est une cour d'interprétation de la Constitution. Donc, et que la Constitution dit très bien que toute personne a le droit de saisir cette cour en interprétation des décisions rendues par une juridiction. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, mais... Or, la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction. Donc, la personne de Matata Ponyo, lorsqu'elle soulève une exception d'inconstitutionnalité sur la décision prise par la Cour constitutionnelle, ne voyez-vous pas que cette Cour se mettrait en difficulté de pouvoir elle-même interpréter sa propre décision qu'on considère comme état inconstitutionnel? C'est pour cela que l'on demande toujours aux juges de cette cour, parce que la cour, elle est là, ce sont des bâtiments, tout ça, mais maintenant le problème se pose au niveau des acteurs ou des animateurs. Ils doivent en tout cas faire attention lorsqu'ils doivent interpréter les dispositions de la Constitution, parce que c'est eux qui doivent veiller sur l'application de la Constitution. Donc, maître, on peut retenir à ce niveau qu'en cas de maladie, tout prévenu a donc ce droit-là de réclamer auprès de... Oui. Lorsque l'affaire est en cours, même pendant l'audience, lorsque une juridiction, même inférieure, prend une décision en cours d'audience, que l'une des parties considère comme étant anticonstitutionnelle. La partie peut soulever à tout moment cette exception d'inconstitutionnalité. Maintenant, qui doit examiner cette exception? C'est la Cour constitutionnelle. Maintenant, le problème, c'est que si cette exception est soulevée devant la même Cour constitutionnelle, comment va-t-elle s'y prendre pour examiner une exception soulevée devant elle, portant sur une décision qu'elle-même a prise? C'est ça le problème, madame. C'est pour cela que, en me référant au tweet du 9 mai
de 2021 de M. Matata, où il disait qu'il est revenu au Congo. Il ne peut pas fuir, il est revenu répondre à la justice pour donner l'exemple à la jeunesse qui croit en la justice congolaise. Donc, il faut lutter contre l'injustice. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de dénoncer jour et nuit. On doit combattre l'injustice. Alors, si c'est lui qui doit dénoncer, soit juger injuste une décision de justice, lui-même commence à violer la loi ou la constitution. Cela pose le problème, madame. Est-ce que cette autorité judiciaire-là, qui fait peut-être fi de cette exception soulevée en rapport avec la santé, peut être poursuivie au cas où la situation du prévenu dégénérait? Tout à fait, parce que c'est une violation de la loi fondamentale. Vous refusez à ce prévenu-là les droits lui reconnus par la Constitution. Parce que, madame, nous devons savoir que toutes les lois qui ont été votées dans ce pays doivent se référer à cette Constitution. On dit c'est la loi des lois. Alors lorsqu'on la viole, on est poursuivable. L'autorité judiciaire qui viole cette loi est poursuivable. C'est ça. Les juges de la Cour constitutionnelle, ils sont justiciables pénalement aussi devant la Cour de cassation. On peut les poursuivre à tout moment pour violation des dispositions de la loi. Parce que lorsque vous violez les droits à la santé d'un prévenu et que par votre négligence, le prévenu arrivait à en mourir, vous devez en répondre. Vous devez répondre de tous ces faits-là. C'est là qu'on demande à ce que nos autorités judiciaires soient quand même souples par rapport aux décisions qu'elles prennent pour ne pas tomber dans ce genre de cas. Voilà. Maître Boutali, on poursuit avec cette histoire de ce dossier Boukangalonzo. Oui. Nous avons mis un accent particulier sur Matata Ponyo, qui est un ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Tout au début, nous avons dit que lors de la dernière audience, il était absent. Et cette absence a été diversement commentée dans l'opinion. Il y en a qui ont pensé que Matata Ponyo aurait des choses qu'il cache dans ce dossier Boukangalonzo. En tant qu'expert, vous êtes du même avis? Non, madame, je ne suis pas du même avis. Après avoir observé la réaction de M. Matata Ponyo par rapport à cette procédure judiciaire, depuis qu'elle a commencé, nous sommes résolus à dire que M. Matata ne veut pas répondre à une procédure qui viole la loi. Je m'explique. La Cour constitutionnelle, la Constitution dit très bien, en son article 164, 163, 160, que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre en fonction, c'est ce qu'on savait dès le départ, en fonction, pour les faits infractionnels commis dans l'exécution ou pendant l'exécution de leurs fonctions. Les infractions ont été énumérées. Il y a les infractions énumérées dans la Constitution et d'autres des infractions de droit commun. Maintenant, lors de du dernier arrêt ou de la dernière décision de la Cour constitutionnelle, qui reconnaît qu'elle est compétente pour juger aussi les anciens présidents de la République et Premier ministre. Ok, madame, nous en sommes là, parce qu'il y a eu un vide juridique que la Cour a voulu couvrir. Oui. Maintenant, comme un ancien Premier ministre est justiciable devant la Cour constitutionnelle, le procureur général, qui est l'organe poursuivant
il a l'obligation d'observer les prescrits de l'article 166 de la Constitution, qui disent que pour poursuivre ces personnalités-là, c'est-à-dire le président de la République en fonction, le Premier ministre en fonction, soit les deux après leur mandat, il a l'obligation de recourir au Congrès, au Parlement réuni en Congrès, pour obtenir l'autorisation de poursuivre l'une de ces deux personnalités. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. C'est ça la procédure pénale qu'on lui a imposée par la Constitution. C'est-à-dire qu'avant d'amener ces deux personnalités, l'une de ces personnalités, devant la Cour constitutionnelle, je m'explique autrement, tout justiciable devant cette Cour constitutionnelle ne peut être poursuivi devant elle que lorsque on aura obtenu l'autorisation du Parlement réuni, des deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Mais cela n'est pas le cas. Cela n'est pas le cas. Alors, comment est-ce que, par quelle magie, le procureur général près la Cour constitutionnelle peut, sans avoir obtenu cette autorisation du Congrès, poursuivre l'un de ces justiciables de la Cour constitutionnelle devant la dite Cour? C'est déjà l'entorse juridique. C'est là que nous disons que la Cour constitutionnelle, comme c'est la haute Cour, elle devrait recadrer. Elle devrait d'abord recadrer le procureur général près la Cour constitutionnelle. Lui rappeler qu'il devrait respecter, soit se référer aux prescrits de la Constitution. C'est ce que dit la loi, madame. Nous devons respecter tous la loi. La loi, on dit que nul est supérieur à la loi. La loi a la force sur tout le monde. Alors, personne ne peut pas créer sa propre loi. Et d'ailleurs, je vais dire une chose. La loi portant sur les statuts des anciens chefs de l'État, celle de 2018, va plus loin. En son article 8, elle parle même des faits, en ces articles 7 et 8, des faits commis par l'ancien chef de l'État après ses fonctions. Okay. Donc, à ce jour, un ancien chef de l'État, lorsqu'il commet une infraction, le procureur général près la Cour constitutionnelle ne peut le poursuivre devant cette juridiction qu'après avoir obtenu l'autorisation des deux chambres du Parlement réunies en Congrès. C'est ça le problème. Le problème se situe à ce niveau-là, madame. Donc, si cette disposition de la Constitution n'est pas respectée, en tout cas, on ne sait pas où est-ce qu'on est en train d'aller. Mais Maître Boutali, lors de la reprise du dossier Matata à la Cour constitutionnelle, il y a eu plusieurs voix qui se sont levées pour dire, certains ont dit que Matata Ponyo n'était pas justiciable devant cette cour. Il y en a qui ont soutenu ça. Est-ce que nous pouvons dire qu'au regard de ce que vous venez d'expliquer là, il est réellement justiciable devant la Cour constitutionnelle? Je l'ai dit, madame, au début, que au regard des prescrits de la Constitution, il n'était pas justiciable. Un ancien président de la République et un ancien Premier ministre n'étaient pas justiciables de la Cour constitutionnelle. Maintenant, par le fait que cette Cour ait rendu son dernier arrêt, où elle reconnaît sa compétence de le juger. C'est-à-dire que la Cour a comblé ce vide constitutionnel, ou que l'on dit vide juridique. Il n'y a plus de débat. La Cour est compétente pour juger ces deux personnalités. Maintenant, ce qui pose problème, c'est le respect des poursuites, des droits de poursuite, ou des obligations de poursuite. C'est dire quoi, madame? Je suis avocat. La loi dit que pour poursuivre un avocat en justice, il faut obligatoirement obtenir l'autorisation du procureur général près une cour d'appel. Maintenant, lorsque un substitut du procureur de la République
poursuit un avocat devant une juridiction sans pour autant obtenir l'autorisation du procureur général d'un procureur général, ne voyez-vous pas qu'il y a violation de la Constitution? Il y a violation des lois. Donc je peux même, moi, en tant qu'avocat, refuser de répondre à cette invitation. Je peux refuser. Pourquoi? Parce que la loi m'autorise à refuser à répondre à tout ordre mal donné. Lorsque un ordre viole la Constitution, je ne peux pas y répondre, madame. C'est ça. Donc, pour que l'ancien Premier ministre soit poursuivi par le procureur général près la Cour constitutionnelle, devant la Cour constitutionnelle, ce dernier doit obligatoirement, c'est une obligation constitutionnelle, madame, il doit obligatoirement obtenir préalablement l'autorisation des 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Sans quoi, il y a violation de la loi, il y a de l'injustice, d'où tout le monde doit décrier cela. Bref, la question sur la compétence de la Cour constitutionnelle à pouvoir juger ces 2 personnalités-là est déjà close. Donc c'est un débat qu'on ne peut plus soulever à ce jour parce que la Cour a déjà rendu sa décision qui est irrévocable. C'est un peu ça. Maintenant, le problème se pose au niveau du procureur général. Et justement à ce sujet-là, comme vous l'avez dit, vous avez dit que c'est vrai, la Cour constitutionnelle est compétente, oui, mais vous avez évoqué quand même une violation. Une violation que vous venez d'évoquer là. Léon a évoqué, est-ce que vous pensez avoir des propositions à faire pour que peut-être la situation redevienne à la normale? Oui. De la même manière que la Cour constitutionnelle a résolu la situation, le problème lié à sa compétence pour pouvoir juger l'ancien président de la République et l'ancien Premier ministre. De la même manière, cette Cour-là a ce pouvoir-là de remettre ou de rappeler le procureur général à la raison, au respect des prescrits de la loi. C'est clair, Madame Rosie. Si vous me permettez que je lise la loi, oui, vous brièvement là, l'article... Nous sommes là pour éclairer l'opinion. Oui, merci beaucoup. L'article 166 de la Constitution, alinéa 1er, qui dit « La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant le Congrès suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. » C'est dire quoi? Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, constate qu'il y a des indices sérieux à pouvoir culpabiliser l'ancien Premier ministre. Maintenant, avant de poursuivre cet ancien Premier ministre devant la Cour constitutionnelle, il a l'obligation constitutionnelle de recourir auprès du Congrès pour obtenir l'autorisation. Maintenant, ce que lui a fait, d'aller solliciter l'autorisation auprès du Sénat, c'est l'entorse à la loi, Madame Rosie. C'est l'entorse à la loi. On l'appelle, le ministère public, c'est un organe de la loi. Lorsqu'on l'appelle organe de la loi, cela veut dire qu'il est le premier dans ce pays, le premier citoyen congolais à devoir, pas à pouvoir, à devoir respecter la loi et à la lettre. Mais lorsque cet organe de la loi la viole, que va-t-on dire, madame? Que va-t-on dire? Raison pour laquelle je vous dis que la Cour constitutionnelle a ce pouvoir-là constitutionnel de faire revenir le procureur général près cette juridiction à la loi. Donc elle doit le faire parce que c'est elle qui a l'obligation constitutionnelle d'interpréter tous les actes qui violent cette constitution. Mais lorsqu'elle les tolère, elle tolère tous ces actes-là.
Nous sommes où, madame? C'est là que les gens disent que, ailleurs, on dit que la justice congolaise n'est plus. Voilà. On dit, on voit quelque part où c'est écrit le palais de justice. On voit bien sûr le palais, mais la justice, on ne la voit pas. C'est un état d'esprit. Ce ne sont pas des individus. Ils doivent se dépasser de ce qui les contraint. Voilà. J'espère que vous me comprenez là-dessus. C'est bien compris, Maître Boutali. On en vient maintenant au parti de Matata Ponyo, le LGD. Oui. Son parti ne cesse de crier ou bien de faire savoir que dans ce dossier Boukangalonzo, le pouvoir exécutif a mis la main sur ce dossier. Pour cela, le LGD pense qu'il n'y a pas le respect de la séparation de pouvoir. Est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que le LGD a raison? Bon, madame, je prends votre dernier élément, la séparation de pouvoir. C'est un principe sacro-saint de droit et de la politique aussi, en sciences politiques. Les pouvoirs doivent être séparés dans les pouvoirs publics, on parle des pouvoirs publics, oui. Le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Mais est-ce que déjà vous êtes d'avis qu'il y a une mainmise, le pouvoir exécutif a une mainmise sur ce dossier? Madame Rosie, le procureur général, je réponds à votre question. Le procureur général, tel qu'il est là, il dépend beaucoup plus des humeurs de celui ou de ceux qui le nomment. C'est dit quoi? Le procureur général, il est nommé par l'ordonnance du président de la République, contresigné avec le Premier ministre. Maintenant, ce qu'il y a dans ce pays, c'est que l'on ne veut pas prendre la robe de l'indépendance de la justice. Cette indépendance, c'est un état d'esprit. Lorsqu'on est nommé par une autorité politique, on ne doit pas se soumettre à ses caprices. Pour répondre à votre question, madame, le procureur général viole la loi, il viole la Constitution. Le ministre ou la ministre de la Justice, parce qu'actuellement c'est une dame, elle a aussi l'obligation, c'est elle en matière de justice, c'est elle qui représente le pouvoir exécutif auprès du pouvoir judiciaire. Mais telle qu'elle est là, elle a ce pouvoir-là d'interpeller le procureur général en cette matière-là. De l'interpeller. Elle a ce pouvoir-là, légal, de l'interpeller, à pouvoir revenir à la raison, respecter la loi, appliquer les prescrits de la Constitution. Mais lorsqu'elle ne le fait pas, pendant qu'elle est membre du gouvernement qui fait partie du pouvoir exécutif, que peut-on dire, madame? Que peut-on dire? On peut dire qu'il y a une main noire. Et cette main noire proviendrait d'où? Vous voyez, nécessairement de l'autorité nominative. C'est ça. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, ou les juges de la Cour constitutionnelle, s'abstiennent à pouvoir interpeller aussi le procureur général. Lorsqu'ils ne le font pas, et que si on regarde de la Constitution, on sait qu'ils sont nommés aussi par ordonnance du chef de l'État. Que peut-on dire? Que peut-on interpréter? Alors, pour éviter qu'il y ait des interprétations de part et d'autre, autant rappeler tout le monde au respect de la loi. C'est ça l'état de droit. Que l'on se mette à l'abri de toute interprétation, soit de tout jugement. C'est ça l'état de droit.
Donc, on peut aussi, relativement, hein, donner raison au LGD en tout ce qu'il est en train de dire. C'est ça, madame. Donc, il y a des choses que vous reprochez aussi à la justice, à vous entendre parler en tant qu'analyste observateur. Il y a vraiment des choses que vous reprochez à la justice? Tout à fait, madame. Quoi, par exemple? Excusez-moi, madame, il faut nuancer. Oui. Pas à la justice. Pas à la justice, oui, mais plutôt aux animateurs, aux animateurs, du pouvoir judiciaire. Ok. Voilà. C'est déjà quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous reprochez? La violation de la Constitution, madame. La violation de la Constitution, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Lorsque le prévenu vous dit que je ne refuse pas de répondre devant la justice, mais j'exige que la justice soit faite, que la loi soit respectée par tous, parce que cette loi n'a pas été rédigée, soit édictée, uniquement pour nous les justiciables, également pour les animateurs du pouvoir judiciaire, parce qu'ils sont aussi justiciables. Il n'y a pas que vous, journalistes, et moi, avocats, qui sommes des justiciables, même les magistrats. Oui. Ils sont justiciables aussi, madame. Alors, tous, nous sommes obligés de pouvoir respecter cette loi fondamentale. C'est ça, madame. C'est ça que nous reprochons à nos frères de l'autre côté, comme on le dit. Maître Boutali, je crois que lentement et sûrement, nous allons vers la fin de notre émission de ce jour. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous avons fait un focus sur l'affaire Boukangalonzo, qui se poursuit devant la Cour constitutionnelle. Mais un accent particulier a été mis sur l'un des prévenus, ça veut dire le prévenu Matata Ponyo, qui est un ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Maître, peut-être ma dernière question, ou bon, pas vraiment une question, je voulais dire, nous allons bientôt clôturer. Qu'est-ce que ceux qui nous ont suivis peuvent retenir de tout ce que nous avons dit? Je peux vous répondre en deux volets. Oui. Premièrement, je demande aux animateurs du pouvoir judiciaire de faire en sorte que ce pouvoir puisse récupérer un peu de crédit au niveau de l'opinion publique nationale et internationale. En quoi faisant? En interpellant le procureur général à pouvoir respecter la procédure constitutionnelle que lui impose l'article 166 de cette constitution, qui est celle de retourner. Parce que, vous voyez, madame, le procureur général est allé solliciter l'autorisation de poursuivre Matata Ponyo auprès de la Cour du Sénat à plusieurs reprises. Vous voyez, à plusieurs reprises. Donc, il peut retourner au Congrès. Rien ne lui empêche. Il peut retourner au Congrès, solliciter cette décision. Ne l'ayant pas fait, il a violé la Constitution. Maintenant, à l'opinion nationale, comme les politiciens ont toujours l'habitude de dire aussi internationale, nous disons ceci: l'on doit cesser de qualifier une personne. Ça, ce n'est pas bien. C'est ternir l'image d'un citoyen congolais responsable. Ternir son image en le qualifiant de la manière dont l'IGF l'a fait. Il faut attendre qu'une décision de justice puisse condamner cette personne pour ces faits-là. À ce moment-là, on peut commencer à l'appeler délinquant tel ou voleur ou ainsi de suite. Mais dès lors qu'une décision de justice n'est pas encore rendue dans ce sens-là, nous devons éviter ce genre de qualificatifs parce que ça nous expose aussi à des poursuites judiciaires. C'est ça. Il n'y a pas que les politiciens, soit ceux-là qui sont poursuivis en justice, qui doivent respecter la loi, nous également devons la respecter. C'est ce que je peux dire. En terminant également à demander
à tous les pouvoirs. Beaucoup plus au pouvoir aussi législatif, parce qu'ils sont muets. Les animateurs du pouvoir législatif de notre pays sont muets à cet égard. Ils ont l'obligation aussi de rappeler tout le monde à la raison. Bon, on comprend qu'ils sont en train aussi d'avoir peur d'être renvoyés au chômage par le fait que le chef de l'État ou le président de la République pourrait dissoudre le Parlement. C'est ça. Par peur d'être renvoyé au chômage, on a peur aussi de dénoncer certaines dérives. Certaines dérives. Or, c'est pas bien. La République ne marche pas de cette manière-là. La République marche dans le sens où l'indépendance de la justice est de mise, respectée par tout le monde, et le principe de la séparation des pouvoirs est respecté. C'est un état d'esprit. Ils doivent se dépasser et chercher à ce qui est la paix. Là où il n'y a pas la justice, il n'y a pas la paix. Si on applique ou on respecte la Constitution, il n'y aura pas toutes ces agitations. Maître, avant de clore définitivement cette émission, j'aimerais que vous puissiez placer un mot en rapport avec le respect du droit à la santé des prévenus. Madame Rosie, je répète encore, la Constitution le dit. Article 47. Les pouvoirs publics doivent garantir le droit à la santé. Le droit à la santé. Tout prévenu a le droit à la santé. Ne pas lui garantir ce droit-là, on viole la loi. Ce qui n'est pas bien, madame. C'est par ces mots de maître Séraphin Boutali que nous mettons un terme à ce magazine. Merci à maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous tous qui nous avez suivis de partout. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro.